Aujourd'hui, je vous partage l'histoire d'un jeune violoncelliste exceptionnel avec un parcours hors du commun. Ce jeune virtuose de 24 ans, il s'appelle Sonny et il est né avec une malformation de la main gauche qui laisserait penser qu'il n'aurait jamais eu aucune chance de jouer du violoncelle un jour. Mais c'était sans compter sur la persévérance et la résilience de Sonny qui n'a jamais abandonné son rêve et qui se qualifie aujourd'hui pour une vraie carrière professionnelle de violoncelliste. Je pense que vous serez aussi touchés que moi par cette histoire inspirante et par ce jeune homme plein de gratitude qui est un exemple pour nous tous. J'ai rencontré Sonny dans les locaux de Talent et Violoncelle, qui est une organisation qui prête des instruments exceptionnels à des jeunes musiciens talentueux et prometteurs. Je vous laisse découvrir cet entretien tout de suite en vidéo. Bonjour Sonny. Bonjour Jeanne. Et merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour cet entretien sur ma chaîne. On est ici chez Talent et Violoncelle. On te prête un instrument ici? Oui, en effet. Donc ça fait depuis maintenant quasiment 5 ans qu'on se connaît avec l'association Talent et Violoncelle, puisque je les ai rencontrés en 2019, justement dans l'objectif d'avoir un instrument pour mes études. On va parler de tout ça, de ton instrument très spécial, un archet très spécial que tu nous as amené ici. Et ton parcours lui-même est absolument unique, ultra inspirant et j'ai hâte d'en parler avec toi. Donc on va commencer par le début. Dis-nous un petit peu où est-ce que tu es né et comment tu as découvert la musique. Alors moi j'habite à Montreuil, j'ai toujours grandi là-bas. Et donc, je suis d'une famille d'artistes avec un père galeriste et une maman peintre. Et j'ai une grande sœur en fait qui est plus âgée de moi de 4 ans et demi, qui elle pour le coup a commencé la musique avant moi. Et donc c'est comme ça que j'ai eu mon approche avec la musique. Ma sœur donc faisait du piano déjà à la maison et du chant. Et donc c'est comme ça que j'ai été attiré dès l'âge de 4-5 ans à venir pianoter sur le piano de la maison. Et même j'avais un piano où on souffle dedans pour jouer dessus et j'ai resté des heures à faire tout et n'importe quoi. Donc dès tout petit j'étais assez curieux par la musique et donc finalement j'ai commencé la musique par le piano de façon assez naturellement et le violoncelle est venu un peu après finalement vers l'âge de 6 ans où j'ai commencé en éveil musical dans un centre d'éveil musical juste à côté de chez moi à Croix-de-Chavaux. Donc comment ça s'est passé du coup ton approche avec la musique par rapport à tes mains? Oui, donc pour parler aux gens qui nous écoutent, donc je suis né avec une malformation à la main gauche et donc j'ai l'équivalent, c'est pas vraiment l'équivalent, j'ai le pouce et le petit doigt avec une phalange de moins. Donc j'ai pas non plus donc la même souplesse des doigts ou quoi qu'une main normale, mais j'ai la chance d'avoir une pince. Et donc pour moi, c'est quand même assez pratique au quotidien. Et donc oui, quand j'ai commencé donc le piano vers l'âge de 4 ans et demi, 5 ans, j'ai eu un peu des complications pour commencer mon parcours justement musical. Et donc ma sœur qui était déjà au conservatoire à Montreuil, elle du coup m'a un peu montré la voie, j'ai envie de dire. Simplement, le conservatoire était un peu réticent sur le fait de me prendre, tout ça, ça a mis un peu de temps. J'y suis quand même rentré, mais j'ai pas pu commencer en fait au conservatoire de Montreuil. J'ai donc commencé en fait au conservatoire de Bagnolet avec un professeur de guitare qui me faisait des cours du soir pour m'apprendre les bases du piano en fin de journée. Et donc, en fait, pendant 1 an, j'avais juste des cours de formation musicale. Et après, je venais discrètement aller voir ce professeur de guitare, Mohamed. Et donc voilà, c'est comme ça que j'ai débuté ma pratique musicale. Très vite, en fait, j'ai eu envie de toucher aux cordes, aux cordes, voilà, à la famille des violons. Et en fait, j'ai voulu faire du violon, tout simplement. Et mon père avait ramené un petit violon des puces de Montreuil.
le feeling n'est pas passé. Voilà, je l'ai eu dans les mains, j'étais pas à l'aise, ça me paraissait un peu petit, je sais pas, c'était pas très bien. Et du coup, on s'est dit, pourquoi pas essayer plus gros. Et n'y connaissant pas spécialement grand-chose, en fait, c'est comme ça que je suis arrivé au violoncelle. Et voilà. Mais alors, déjà, quand tu as essayé le violon, t'avais déjà essayé de le prendre, parce que comme c'est ta main gauche qui... Ah oui, instinctivement, forcément. Forcément, tu as besoin de 4 doigts, donc, pour tout appuyer sur les cordes. Donc, tu avais déjà pris à l'envers. Et comment tu avais fait pour l'archet? Mais l'archet, en fait, ça a été, je pense, les moments les plus drôles et les plus exaltants, finalement, toute ma vie avec le violoncelle. C'est que, comme on ne savait pas, il fallait essayer de trouver des choses, des solutions pour que je puisse tenir l'archet. Donc j'avais une main qui était beaucoup plus petite que cela et donc j'arrivais à glisser dans l'archet. Donc j'arrivais un peu à le tenir comme ça. Excellent. Mais finalement, ça tenait pas bien et donc vraiment les premiers essais, c'était avec du scotch. Ensuite, c'était, j'avais vraiment la main scotchée. J'osais pas demander si tu avais mis du scotch au début. Mais... Si, ouais, de toute manière, j'étais content. Au final, j'arrivais à y tenir, donc c'était le plus important pour moi. Et donc voilà, donc ça a commencé de façon comme ça, un peu en bricolage. Ok, donc ça au violon et ça a quand même pas... Oui, le violon, j'ai pris une après-midi. Ah oui. Je l'ai vu, j'ai pas aimé, c'était boum. Ça a été assez directif. J'avais pas envie en fait finalement. Et quand le violoncelle m'est tombé dans les mains, c'était vachement plus agréable. J'ai même des photos, peut-être que je t'enverrai, mais photos de moi qui est assez petit où vraiment on voit que je suis déjà un peu content, je suis dans ma bulle, quoi. Et du coup, quand tu as commencé un petit peu à jouer du violoncelle, là aussi c'était bricolage avec du scotch ou... Totalement, ouais. C'était ça, c'était la main scotchée. Ensuite, c'était l'étude des premières prothèses que j'ai eues, puisque au début, j'ai pas commencé directement à travailler, comme je vais en parler sûrement, avec une ergothérapeute des hôpitaux de Saint-Maurice. Au début, c'était du bricolage à la maison, en famille, et le but était juste de trouver une solution pour que je puisse le tenir. Et donc, comme j'arrivais à glisser ma main et à le tenir un petit peu, il me manquait un petit peu de stabilité. Et donc, on avait fait quelque chose avec de la mousse et je crois que c'était des câbles, des choses un peu comme ça qu'on pouvait tordre et qui tenaient un peu. On faisait une sorte de crochet comme ça qui venait agripper l'archet. Et donc ça, c'était la première idée, première prothèse de Sony tout petit qui apprend le violoncelle. Et elle a bien évidemment grandement évolué aujourd'hui et est encore en développement. En plus, il n'y avait pas que le problème du coup de la prothèse, c'est aussi que tu devais tenir ton violoncelle entre guillemets à l'envers. Donc comment tu as fait avec un violoncelle? C'était un violoncelle normal, standard que tu as eu et tu as juste échangé les cordes? Alors, on pourrait croire que ça s'est venu directement, mais finalement pas si vite que ça. J'ai fait quelques années au début avec les cordes dans le sens normal. Et donc pendant quelques années, je jouais à l'envers pour moi. Je crois que j'étais déjà j'étais petit, mais j'avais déjà grandi un peu. Je devais avoir 11 ans ou quelque chose comme ça. Et qu'on s'est dit, peut-être que ce serait bien d'inverser les cordes. Tu veux dire que tu jouais corde de Do en haut et la corde de La en haut? Ouais. C'est incroyable. Voilà, mais ça c'était le début parce que forcément, ça n'existe pas de violoncelliste qui joue à gauche. Ça n'existait pas. Et donc, c'est très rare, mais ça existe quand même. Ça existe, mais c'est tellement rare. Les personnes du milieu, vous leur demandez s'ils ont déjà vu un violoncelliste gaucher, personne ne vous dira qu'il en a vu un. C'est un pourcentage, je ne sais même pas combien de personnes sur tous les violoncellistes, ça doit être maigre comme résultat. Et on va parler de ça justement parce que tu vas nous expliquer pourquoi on ne peut pas juste inverser le violoncelle, même en inversant les cordes. En fait, un violoncelle, c'est pas du tout symétrique. Et oui, non. On peut pas juste... c'est beaucoup plus complexe que ça. Et c'est pour ça que tous les gauchers s'adaptent. Et oui, exactement. Mais bon, pour une raison, d'ailleurs, je pense un peu archaïque, un peu bête, c'est juste que ça a été toujours fait à droite et que je pense que les gauchers ont une vie très dure. Malheureusement, les gauchers sont souvent mis dans la case des droitiers, et qu'ils le veuillent ou non. Et ça, donc, c'est un peu dommage, c'est une question d'habitude. S'il y avait plus de gauchers, ou en tout cas, si même les luthiers faisaient des instruments pour gauchers, il y aurait, ça se trouve, beaucoup plus de violoncellistes gauchers. Parce que c'est simplement l'offre et la demande. Si forcément on vous apprend, on vous dit qu'on apprend le violoncelle, mais qu'il n'y a qu'une version du violoncelle qui est disponible, forcément vous allez prendre cette version-là. Moi, ça a été justement toute l'idée de la construction de ce violoncelle
et tout mon parcours. Puisque comme ça n'existe pas, enfin ça existe, mais bon, en vrai ça n'existe pas pour le commun, C'est voilà, rarissime. c'est rarissime. Et donc justement avec Marie-Paul, qui était Marie-Paul Milon, ma première professeure, enfin deuxième entre guillemets, première vraie professeure en conservatoire. Ma première c'était Laure Volpato justement, qui est une ancienne élève de Marie-Paul, mais qui était en centre d'éveil musical à Montreuil. Donc c'est grâce à elle que j'ai pu faire la rencontre de Marie-Paul, et Marie-Paul, éminente pédagogue, qui justement a découvert tout ça aussi avec moi. Parce que forcément, il fallait s'accommoder, il fallait jouer. Moi, je jouais à l'envers par rapport à elle, mais donc même pour son enseignement, c'est des choses qui diffèrent. Et finalement, bon, pas tant que ça. Et c'est comme ça en fait qu'on a trouvé. Donc oui, pour revenir sur le sens des cordes, j'ai fait quelques années. Ensuite, on a compris qu'il fallait les renverser. Sauf que comme tu l'as dit très justement, le violoncelle n'est pas symétrique, et donc si on inverse quelque chose, forcément ça déséquilibre le tout. Comme on parle sur les spectres entre les graves et les aigus, en fait il y a tout un art de lutherie qui fait que l'instrument va sonner plus ou moins bien dans les graves ou les aigus, et donc il faut aussi manier le bois et le construire d'une telle façon pour que ça sonne bien dans les graves et bien dans les aigus. Et donc il y a un sens forcément, vu que les graves sont, j'allais dire les graves sont à gauche. Et donc voilà. Donc oui, c'est ce changement de corde qui a fait qu'on a compris qu'il fallait aussi modifier l'intérieur et d'autres choses. Puisque en renversant les cordes, le son n'était plus du tout le même. Ça ne sonnait vraiment plus pareil, et justement les graves ne sortaient pas plus si bien. Et donc, Oui, parce que en fait, moi je pensais simplement que tu pouvais changer les cordes, et du coup il y avait aussi une histoire de courbure de la touche et courbure du chevalet. Mais en fait, je réalise qu'il y a aussi la barre d'harmonie et l'âme qui ne sont pas au bon endroit. Exactement. Et est-ce que aussi au niveau de la courbure, de comment tu le tiens, il y a une petite différence aussi Non, alors ça c'est symétrique. Ça je sais pas, il faudra demander au luthier. Mais je sais qu'ils m'ont dit, enfin de ce qu'ils m'ont rapporté, c'est pas exactement symétrique. C'est-à-dire que ça a une allure, ça se voit, de toute manière visuellement ça paraît symétrique. Mais c'est qu'en fait, il y a des tout petits trucs qui diffèrent, et c'est ces petites choses-là qui font la magie des instruments et leur façon de sonner. Et donc oui, même en ayant fait l'inversion de la barre d'harmonie et de l'âme, et en fait, même ça, c'était pas le tip-top. Et donc, déjà, pour en arriver jusque-là, il a fallu que je progresse et que je monte en niveau. Oui, parce que là, du coup, pour revenir à ton parcours, à 11 ans, c'est là où tu rentres où tu commences à étudier avec Marie-Paul ? Je crois que Marie-Paul, je l'ai rencontrée, oui, autour de 10-11 ans, je crois quelque chose comme ça. Peut-être dans ces zones-là, un peu avant, peut-être 9 ans ou 10 ans, quelque chose comme ça. D'accord, donc là tu commences à travailler avec elle et vous réalisez qu'il y a des changements nécessaires. J'ai grandi avec les changements. C'est même ce qui fait justement, on va dire, ma différence contrairement aux autres, j'ai tout le temps changé. Les gens, déjà pour changer de sens de corde. Oui, finalement, c'est venu tellement assez naturellement. Après, j'ai pas eu l'impression ça m'a plus aidé que pénalisé par le changement. Donc, ce qui est dingue, pour moi, c'était le fait en fait de tout le temps devoir modifier des petites choses. Et donc on parle beaucoup du violoncelle, mais c'est là où mes plus gros changements, c'était toujours au niveau de l'archet. C'est là où finalement j'ai eu le plus de changements, ça a été ça, parce qu'on faisait avec Marie-Paul des changements à peu près 1 à 2 fois par an. Mais c'est des vrais questionnements sur comment on va changer la prothèse, sur l'angle, l'inclinaison. C'était que des compromis. Voilà. Mon éducation, c'est que des compromis. Et donc j'essaye de plus en plus, en tout cas, j'espère de mieux en mieux, à m'éloigner des compromis et à me rapprocher le plus possible d'une technique le plus ordinaire possible et le plus sans contrainte finalement, sans devoir être pénalisé par un système qui n'est pas extrêmement bien adapté. Et donc c'est tout un travail de recherche pour moi, et aussi donc avec des prothésistes et même les archetiers ou quoi. Donc c'est du questionnement. Ça reste un questionnement depuis que j'ai 6 ans, et c'est encore un questionnement. Et je pense que je vais passer toute ma vie à me questionner, vu comment aussi la technologie évolue, les imprimantes 3D,
tous les systèmes, les ingénieurs et toutes ces personnes aujourd'hui qui sont extrêmement curieux aussi par rapport dans le milieu du handicap où je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire avec le milieu culturel. Et donc, ouais, j'ai hâte des jours futurs et même encore, donc là, des jours, j'espère, très proches pour ma nouvelle prothèse. C'est super inspirant ce que tu dis parce qu'en fait, déjà apprendre le violoncelle c'est long. Déjà on est tous toujours en train de se remettre en question, de changer les techniques d'archet. Ça je change pas, je pense du commun des mortels. Dans tous les cas, c'est toujours un questionnement perpétuel sur ce qu'on fait, sur comment on travaille, sur comment on interprète, qu'est-ce qu'on pense, voilà, notre technique, tout ça, ça évolue déjà de base. Et c'est vrai que moi j'ai encore ce petit facteur un peu on va dire parfois problématique et parfois contraignant. Parce qu'en fait, ce qui se passait donc là, quand tu travaillais au conservatoire, vers donc, ton adolescence, entre 11 et 15 ans, ce qui se passe, c'est que tu fais des progrès, j'imagine, et donc tu as besoin de développer de nouvelles techniques quand tu veux faire du spiccato, quand tu veux… Justement, par exemple… C'est là les changements, ils sont générés par… Le spiccato, comme tu dis, c'est quelque chose qui est encore assez problématique et ça, c'est dû aux questions d'équilibre de l'archet et aux questions de prise. Et c'est d'ailleurs ce qui m'a motivé le plus, c'est une des deux choses qui m'a motivé le plus à faire un renouvellement de ma prothèse et de changer radicalement de position. Là, je pars sur une technique qui va être totalement différente de ce que j'ai toujours eu et parce que je pense que c'est la bonne. Donc on va faire des essais et c'est dans le temps aussi que les choses, tout ça va se voir. Donc ouais, c'était des questions de spiccato. Les questions, moi c'est grandement la question de souplesse du poignet. Ok. Et donc… T'as pas du tout la même souplesse de poignet? Absolument pas. Avec ce que j'ai là, j'ai quasiment aucune… En fait, j'ai aucune souplesse du poignet. Pourtant là, tu viens de faire un geste… Là, je l'ai fait. Mais je ne l'ai pas avec ça. prothèse. Parce que pour l'instant, c'est pas ce qu'on a réalisé jusque-là. Et donc, Ah ouais, on avait déjà réfléchi à ça. Mais quand tu regardes ma position de ma main, c'est comme si j'étais comme ça. Globalement, à peu près. Ah oui. Et donc, si je dis à mes élèves, il ne faut pas se tenir comme ça. Voilà, à plat. Mais donc, globalement, la rotation du poignet que j'ai, c'est celle-là. Et en fait, vous utilisez celle-là. Bah oui. Voilà, ça te paraît logique. Mais, ouais. Et donc, au final, on avait déjà essayé ça. Et j'ai retrouvé des archives parce que je me suis dit, c'est marrant quand même, j'y pense aujourd'hui, mais c'est obligé, j'y ai pensé déjà. On y avait déjà pensé, bien forcément, avec ma épaule. Et donc, en fait, l'idée, ce serait que d'avoir, au lieu de ma position de la main là, ce serait de l'avoir en biais. Donc là, je ne peux pas le faire forcément avec elle est là. Mais en gros, j'aurais la position de la main comme ça. Et ça me permettrait de profiter plus de mon poignet. Sauf que, forcément, ça implique d'autres questions. Comme je l'ai dit, c'est toujours des compromis et donc il faut trouver des solutions. Au moins, dans cette position-là, ça me permettait d'avoir comme si j'avais l'index. Et l'index, il est quand même assez important pour ce qui est question du son et tout ça à la pointe. Sauf que finalement, voilà, c'est pas… Je me suis rendu compte un peu là, de plus en plus, en progressant, que c'est plus l'idéal et que finalement je préfère tenter quelque chose de peut-être d'hasardeux. Et donc c'est pour ça, il y a l'objectif, je vais en parler, mais dans la nouvelle prothèse, c'est justement encore de trouver, de pallier à des nouvelles difficultés que j'ai jamais eues. C'est incroyable parce que je précise juste quand même pour ceux qui nous regardent que moi, la première fois que je t'ai écouté, je ne savais pas du tout, je t'ai vu de loin dans la salle. Et déjà, j'ai mis 25 secondes avant de réaliser que tu jouais à l'envers. C'est un truc qui dérange. Et puis en fait, qui dérange, Et après, je me dis, mais qu'est-ce qu'il a sur la main? C'est bien ce que tu dis là, c'est marrant le fait. Ouais, j'avais pas réalisé au début, tu vois, parce que t'arrives, tu joues, c'est nickel, ça sonne super bien. On n'imagine pas du tout que tu as cette contrainte-là. Et déjà, c'est le petit truc qui est… Tiens, ah, il joue de l'autre côté, tiens, c'est marrant. Et puis là, je vois le gant et je réalise que tu as un gantelet. Mais j'étais super loin dans la salle, tu vois. Et ultra inspirant, ultra intriguant. Donc là, si tu J'ai pas ça. Ouais, t'as pas ça, mais si t'avais ça, et ben du coup, c'est comme si tu devrais faire passer l'archet entre deux doigts et donc tu n'aurais plus le poids de l'index. Et donc parce que j'aurais plus d'index, forcément, parce qu'il est plus là. Bah oui, parce qu'en fait… Et donc là, c'est pour ça, mais finalement, en fait, c'est un avantage quand même énorme pour ce qu'on disait, donc on parlait du spiccato. Bah oui. Ça, juste le détaché rapide, toutes ces choses-là, que moi je fais tout comme ça, quoi. Tout un peu en raideur, ce que vous appellerez de la raideur. Ça ne s'entend pas du tout dans ton son, quoi. Parce que c'est des années d'habitude. Dans ton son, tu as une souplesse de retour d'archet qui était… Mais moi, je ne trouve pas.
qu'on peut me le dire, ça peut être bien, mais je me sens trop hasardeux, c'est trop... et justement, sur la question d'équilibre et le poids, on parle souvent de poids. Quand on est au talon, de relâcher le bras, cette sensation-là de mettre du poids, je ne l'ai pas du tout. Parce que moi, c'est comme si tu tenais l'archet uniquement du bout de tes doigts, sans pouce. Tu enlèves le pouce, qu'est-ce qui se passe? Tu as l'impression que tu as zéro contrôle. Parce que c'est ça, en fait, c'est cette position-là qui permet finalement, cette préhension qui permet de sentir le poids de l'archet, enfin le poids qu'on met dessus. Donc moi, j'ai jamais eu ça. Et donc moi, j'ai toujours eu en fait cette sensation un peu d'écraser, de prendre le son d'en haut. Et ça, c'est justement, pendant très très longtemps, j'étais pas fan de mon son et je me posais beaucoup de questions sur ce que le violoncelle va être mon instrument. Parce que j'ai fait donc, du piano pendant quelques années, donc ça forcément, en termes de carrière, j'ai su assez rapidement que je pourrais jamais en faire. Mais j'ai pu monter quand même jusqu'au troisième cycle, j'ai essayé de toujours travailler, de trouver de jouer ce que je pouvais jouer de toute manière. Incroyable. Ouais, après, des fois, en fait, dans le piano, même, il y a je jouais ce que je pouvais jouer, donc forcément, j'ai pas le niveau même d'un pianiste de troisième cycle, mais j'ai pu au moins me faire plaisir pendant très longtemps et je sais jouer sur du piano. Bon, ça fait longtemps, mais je peux. Et donc, c'est plus pour cette expérience-là que je suis content d'en avoir fait. Mais sinon, j'ai fait aussi de la trompette pendant 7-8 ans, un truc comme ça. Et c'est pendant ces années-là qui ont été pour moi les plus structurantes parce que c'est en trompette que je suis rentré au CRR de Paris en classe de cham à l'âge de 10 ans, 11 ans en CM1. Et donc, au début, les gens me connaissaient plus en tant que trompettiste. Et le violoncelle, c'était plus à part. Et en fait, finalement, le violoncelle, c'est l'instrument qui m'a tenu et j'ai pu justement avoir des améliorations au fil des années qui ont fait que j'ai pu avancer, j'ai pu progresser et j'ai pu justement pallier des difficultés. Comme tu dis, tu parles du son, mais le son, c'était pas forcément toujours ça, notamment avec les problèmes d'équilibre de l'instrument, avec les graves, tout ça. Bien évidemment moi surtout. Et donc, et pareil, la technique d'archet qui a évolué. Ça c'est le résultat d'années et d'années de réflexion où, comme je l'ai dit, 1 à 2 fois par an, petit, on revoyait ça, quoi. Ok. Et donc, quand tu dis que tu avais 1 ou 2 changements par an, donc c'était pas juste un changement dans la technique, c'était aussi ton matériel, enfin ta prothèse qui a évolué. Donc, pour passer du scotch à ça, ça a été quoi un petit peu les étapes, sur combien d'années? La première étape, ça a été de chercher de l'aide. Et donc, mes parents avaient déjà fait un séjour dans les hôpitaux de Saint-Maurice qui sont spécialisés justement sur la malformation et le handicap chez l'enfant. Et donc, en fait, on est allé les voir et c'est comme cela que j'ai pu faire la rencontre d'ergothérapeutes, dont mon ergothérapeute avec qui je travaille depuis très très longtemps maintenant. Ça va faire 15 ans, je pense, quasiment. Wow. Et donc, en tout cas, pas de façon aussi régulière depuis maintenant quelques années, vu que la prothèse s'est plus ou moins stabilisée depuis un peu avant mon entrée au CNSM, je dirais 2018-2019. Mais quand même, pendant très très longtemps, c'était 1 à 2 fois par an. Et donc oui, à partir de ce moment-là, à partir de cette rencontre aux hôpitaux de Saint-Maurice, je venais en hôpital du jour, une demi-journée, faire un nouveau système, avec les matériaux de l'ergothérapeute. Donc c'est du plastique principalement? Là, pour l'instant, c'est principalement du plastique, il y a de l'aluminium, donc c'est pas... l'avantage, c'est qu'on peut le modeler soi-même, c'est que c'est pas très lourd, il y a plein de petits avantages là-dedans. Et je vois que l'archet aussi a été modifié, en fait il a été rallongé. Et oui, ça a été la plus grosse nouveauté en fait. Ça a été justement quand ce système est arrivé, c'était peut-être en 2017 ou 2016-2017, c'est là où j'ai le plus progressé. C'est à ce moment-là où on s'est dit ah ok. Là, il y a peut-être une possibilité je n'irais pas dire de carrière, mais en tout cas de professionnalisation, quoi. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai pu progresser beaucoup et donc aussi, moi, me rassurer Marie-Paul, qui était mon professeur quand même,
qui elle aussi s'inquiétait forcément de mes capacités et de ce que je pouvais proposer en tant que violoncelliste, vu que le milieu est rude. Bah oui. Et donc j'ai eu cette idée de rallongement a fait énormément progresser, puisque comme de par cette position-là, en fait, par le dessus, et ma main qui est plus petite, mes doigts plus petits, tout ça, ça fait que j'ai pas fait finalement la même prise et au même endroit. Puisque ma main est plus petite, quand on prend l'archet, c'est sur le bout des doigts quasiment. Et en fait, ça rajoute beaucoup de longueur. Et donc, cette longueur-là, moi, il fallait bien que je la récupère quelque part. Et c'est comme ça qu'on a eu cette idée de le décaler, d'avoir un rallongement ici. Wow. Ça m'a permis d'un coup d'avoir un peu plus de fluidité du bras, un petit peu, enfin beaucoup même, je pense, et surtout pouvoir avoir l'archet qui soit un peu plus droit. Parce que c'est ça, ça a été le plus gros drame. Oui, parce que sans souplesse du poignet, c'est difficile de rester parallèle jusqu'au bout. C'est difficile de gérer et d'avoir l'archet parallèle jusqu'au bout. Et donc c'est toujours pas le cas. Pour moi, j'ai toujours pas un archet totalement droit, mais quand même beaucoup mieux que dans mes premières années. Merci encore une fois à Marie-Paul pour sa patience. Et donc voilà. Donc c'est ça aussi. Ça c'est important pour moi de le dire, c'est que finalement j'ai pas tant de différence que ça avec un violoncelliste ordinaire. Je dois travailler, je dois m'améliorer constamment, je cherche toujours les petits détails. Et finalement, malgré mes difficultés, que ce soit technique, instrumentale, ou justement mon appareillage qui devait parfois être évolué ou qui n'était pas forcément le plus adapté, qui n'est toujours pas le plus adapté, et j'ai quand même ma part de responsabilité j'ai envie de dire, dans mes erreurs techniques. Et donc c'est ça. C'est important de le dire que je dois quand même travailler comme tout le monde et des fois, justement, l'erreur n'est pas que matérielle. L'erreur, elle est surtout de moi. Et Marie-Paul me l'avait fait très bien comprendre ça depuis tout petit. C'est que peu importe le matériel, il faut que je bosse et je pourrais toujours m'améliorer. Et d'ailleurs, Raphaël continue très bien, je trouve, dans cette lignée d'enseignement. Donc tu parles de Raphaël Pidou, qui est devenu ton professeur quand tu es rentré au CNSM. Exactement. Mais alors ça déjà, c'est parce que ta modestie, ton humilité, c'est tout à ton honneur, mais quand même, il y a eu quand même des grosses contraintes qui auraient pu te freiner. Déjà ton appareillage, la difficulté au niveau de la raideur, et puis le fait que on pourrait peut-être revenir sur le violoncelle aussi, que tu as dû donc faire quasiment sur mesure, enfin pas totalement sur mesure, mais voilà. Mais en plus, tu es quand même arrivé très rapidement à un niveau très avancé et tu fais une carrière avec aucune différence avec d'autres, n'importe qui. Aucune, non, fantastique. Je pourrais jamais dire ça encore. Aucune en termes de résultats. C'est mon espoir, mais non, si encore dans le résultat, pour moi, c'est important de dire que justement, si je cherche encore quelque chose de nouveau, dans la prothèse et dans l'appareillage, c'est pas pour rien. C'est que je sais qu'il y a des choses qu'il faut que j'améliore si je veux atteindre le niveau que j'espère avoir. Voilà, je pense que ce qui m'a toujours boosté, ça a été mes ambitions, parce que j'étais très timide petit, je parlais beaucoup moins bien que je parle aujourd'hui. Et pour moi, mon moyen d'expression a toujours été la musique, plus que les mots. Donc c'était pour moi vital, entre guillemets, de toujours essayer de mieux m'exprimer et de pouvoir aussi d'espérer avoir la chance de m'exprimer devant le plus de gens. Voilà, que ma voix soit l'entendue le plus possible partout dans le monde et mon langage et ma façon de parler. Donc ça m'a toujours motivé, mais j'ai eu beaucoup de moments de doute et là je remercierai toujours les personnes autour de moi, mes professeurs, que ce soit d'ailleurs de violoncelle ou pas, c'est les autres aussi, de formation musicale, de chant, tout ce cercle en fait que j'avais au CRR de Paris m'a permis de tenir beaucoup dans des moments où ça allait pas, où aussi comme d'autres adolescents on doute et les personnes en situation de handicap aussi doutent beaucoup sur leur capacité et finalement pour les personnes en situation de handicap qui regardent, je pense qu'on a toujours une capacité d'évoluer, de s'adapter, mais on est capable aussi de se mettre beaucoup de barrières. Et par exemple, moi, pendant très longtemps, j'étais persuadé que je ne pouvais pas tenir mon archet si je n'avais pas un scratch en plus. Et je l'ai eu pendant, je pense, 8 ans, ou peut-être même plus que ça. Et je l'ai enlevé juste avant de rentrer au CNSM.
où je me suis dit, mais en fait, ta main, là, tu peux tenir quand même un peu l'archet, tu n'es pas obligé qu'il soit… Donc c'est là où et ça m'a fait encore une fois beaucoup progresser. Et donc c'est pareil, même à partir de ce moment-là, je commençais à redévelopper une certaine souplesse du poignet, puisque comme je ne l'utilisais pas beaucoup, mais aussi au quotidien, ma main je l'utilisais moins, enfin je l'utilise de plus en plus, j'essaye, je me force pour faire des choses banales du quotidien, se laver les dents, prendre un verre, manger, tenir une fourchette, enfin des choses très très banales finalement, mais qui me permettent moi aussi de découvrir des nouvelles choses dans ma pratique du violoncelle. Donc là justement c'était de me rendre compte que j'avais un poignet qui marchait en fait que j'utilisais pas et que je pouvais peut-être trouver autrement une sensation de prise, voilà. Donc, et c'est ça, on va dire, qui fait que c'est tout ce questionnement-là et qui a toujours attisé ma curiosité, que si on participait grandement au fait que je continue et que je persiste là-dedans, même si les doutes, voilà, des fois étaient prédominants, mais les bonnes personnes qui motivent, et donc c'est ça aussi qui fait qu'aujourd'hui, c'est grâce à eux que je suis encore là et qu'on peut en discuter et que j'ai continué et que aussi ça a pu me permettre de trouver des nouvelles choses, et parce que voilà, même quand j'étais plus motivé, il y avait quelqu'un pour me motiver. Ça c'est important. Et donc j'espère aussi pouvoir en motiver d'autres, parce que je me dis, si moi j'ai douté, il y en a d'autres aussi qui doutent. Bien sûr. Je ne suis pas tout seul. Bien sûr, absolument. Quand tu es rentré au CNSM, tu avais un violoncelle qui avait déjà été modifié de l'intérieur? C'est celui-là, je suis rentré avec. D'accord. Et donc c'était tout le projet de ce violoncelle, c'était justement en fait, c'était de me permettre d'être à niveau concours, tout simplement, parce que les gens qui rentrent au CNSM, pour une grande partie, ils jouent sur déjà des bons instruments, ou en tout cas des instruments qui sonnent mieux que moi. Ça c'était sûr et certain. Et même si, comme je l'ai dit, si on avait fait des modifications, qui d'ailleurs étaient assez onéreuses, donc c'est aussi des choses qui ont mis du temps pour moi à acquérir. Et donc même avec ces modifications-là, on n'était pas sur un instrument, on était sur un bon instrument, mais j'étais quand même en deçà de certains instruments. Même si j'aurais pu en acquérir, mais si on investit de l'argent dans un instrument et qu'ensuite on le modifie, on sait tous les deux que malheureusement l'instrument va perdre de sa valeur. Et la plupart des violoncellistes ne gardent pas leurs instruments leur vingtaine, c'est assez rare, ça bouge beaucoup. Moi j'ai ce violoncelle-là et c'est le seul. Les autres peuvent tout le temps changer d'instrument. Et donc c'est ça, moi j'ai toujours été habitué à avoir une chose, un outil. Et finalement voilà, c'est cette progression dans ma technique qui m'a permis aussi de me rendre compte que je pouvais avoir mieux et que je pouvais prétendre à avoir quelque chose de mieux. Et que surtout j'en avais besoin, réellement besoin si je voulais continuer dans ma progression. Et c'est là que Talent et Violoncelle a accepté de m'ouvrir ses portes. Donc c'était première de 2019, où là, j'ai fait la première fois que je faisais le concours d'entrée au CNSM, où malheureusement je suis arrivé sur liste d'attente, mais ça a été la première, pour moi quand même, arrivant en liste d'attente, c'était quand même, quand je repensais à justement mes moments de doute au collège où j'ai failli arrêter plusieurs fois le violoncelle, et là j'étais super heureux quoi. Et j'ai compris qu'en fait c'était largement faisable et qu'il fallait juste que je continue. Et donc voilà, le violoncelle sur le contrat de base, c'était vraiment dans le but de m'aider à rentrer, à gagner en fait le concours d'entrée, à rentrer en cursus au CNSM. Donc je ne l'ai pas fait du premier coup, mais au moins j'y suis rentré. Excellent. Et donc, du coup, vous êtes parti d'un violoncelle, donc déjà d'un beau violoncelle. C'est quoi comme instrument? C'est un Guarneri du 18e qui est exposé au musée de la Philharmonie de Paris, donc au musée vraiment qui fait partie de la Philharmonie de Paris. C'était même pas mon idée, bien évidemment, j'arrive, je demande, je parle de moi, ils ne me connaissent pas, ils me connaissent simplement grâce à Marie-Paul qui a fait l'entremetteur, mais ils ne me connaissent pas. Et donc, il fallait entre guillemets, il ne fallait pas que je me vende, mais il fallait en tout cas que je montre pourquoi j'avais besoin d'eux. Et ils l'ont très très vite compris et très bien. Ils ont surtout été directement très généreux, puisque ils ont eu l'idée ils ont compris qu'il fallait construire directement un instrument. Ils ont compris que c'était quelque chose qui a été jamais fait, ou en tout cas c'est tellement rare et tellement encore plus aujourd'hui. Je pense que, moi j'en avais pas entendu parler d'avoir
des instruments construits à l'envers et de bonne qualité finalement. Est-ce que ça existe un bon violoncelle de gaucher? Est-ce que j'aurais peut-être pas le meilleur violoncelle de gaucher, tu vois? Et finalement, c'était tout ça qui les a motivés aussi, c'est de faire un instrument de très bonne qualité, parce que c'est ce qui résume aussi cette association, bon, ce fonds de dotation aujourd'hui, c'est ce qui les résume, c'est qu'ils essayent de fournir au mieux les étudiants et les personnes qui parrainent justement, qui mécènent en fait quasiment on peut dire, c'est de proposer des instruments de qualité. Et ça, c'est quand même pas donné. Et moi, ça l'était encore moins. Au-delà de l'aspect financier, moi, c'est vraiment parce qu'il fallait j'y connaissais pas grand-chose, j'avais pas les moyens, mais même le réseau pour me faire construire un instrument. Et donc, ils ont tout mis en œuvre de façon assez naturelle, très humaine. Ça s'est fait de coups de téléphone, en proposition avec les luthiers, les différents luthiers. Le premier, Jean-Louis Prochasson, qui avait déjà travaillé avec eux par le passé sur des instruments. Et donc qui lui, à ce moment-là, était au festival de la Grange de Melay. Et donc c'est comme ça que finalement mon violoncelle a été en partie construit là-bas. Et donc pareil, ça englobe, c'est toute une histoire qui a fait que c'est un instrument d'exception. Ça le rend aussi exceptionnel par ça, c'est toute l'humanité qu'il y a autour. C'est donc une copie de cet instrument exposé. C'est donc une copie de ce Guarneri qui est exposé à la Cité. Ça a été fait par un seul luthier ou plusieurs luthiers? 5 luthiers, c'est ça. Ça a été fait par 5 luthiers. Wow. Et donc c'est ça qui était génial, c'est que Jean-Louis, il s'est dit, je ne vais pas me lancer là-dedans tout seul. Et finalement, ils ont fait le réseau avec ses collègues et que j'embrasse très fort. Incroyable. Et donc ils ont été tous ont travaillé sur une partie de l'instrument au début. Et donc ils sont allés, je ne sais même pas comment ils ont fait comment la demande a été faite, mais en tout cas ça a été tellement rapide pour avoir l'accès justement au Guarneri. Déjà vraiment l'idée de faire une copie de cet instrument, j'ai trouvé ça super, mais eux ils ont trouvé ça encore plus super que moi, quoi. C'est-à-dire qu'eux ils se sont dit, attends, ça se fait pas tous les jours. En gaucher, bien sûr, allez-y, faites ce que vous voulez. Donc ils ont pu prendre toutes les notes qu'ils avaient besoin, les mesures et tout, et ils en ont fait une copie qui est absolument sublime, et donc à l'envers. Voilà. Et donc pour eux, c'était aussi un grand questionnement, et c'est pour ça qu'ils ont décidé de ne pas faire ça que tout seuls. En fait, ils ont pris responsabilité à 5, et je pense que ça c'est merveilleux aussi, parce que c'est pas tous les jours qu'il y a un violoncelle qui est construit par 5 luthiers. C'est excellent, c'est exceptionnel. Voilà, c'est plus quelque chose qu'on va trouver dans le milieu pictural, où on va avoir des fois des dessins ou des choses, comme on dit, des dessins d'études, où c'est des fois une main de maître avec 3 autres de ses élèves qui ont participé à faire des copies du grand maître ou des choses comme ça. Alors bon, pour la lutherie, chacun fait son travail. Donc là, c'est assez rare finalement qu'il y ait des collaborations, et 5, voilà. Il y avait quelqu'un qui faisait la tête, quelqu'un qui faisait les éclisses, le manche, le bloc principal. D'accord. Wow. Et en fait, ils ont travaillé chacun de leur côté, et ensuite, ça a été accueilli dans le sein du festival justement de la Grange de Melay dont je parlais juste avant, qui est donc un superbe festival dans un lieu magnifique à côté de Tours, enfin vraiment très, très, très à côté de Tours, à 5 minutes. Hein. Et donc ce festival a accueilli la construction du violoncelle, et donc pas depuis le moment de départ forcément, ils ont bossé, mais ils sont tous revenus avec leur partie. Et donc ça a été pour l'assemblage et les retouches et tout ça, et en fait pendant 2 semaines, ils ont retravaillé toutes les pièces ensemble, ils ont tout assemblé dans le festival, dans un atelier qui était ouvert au public, et donc les gens pouvaient voir mon violoncelle se faire en construction. Et même pour les gens qui étaient là le savent, et je crois qu'ils en ont encore aujourd'hui, mais ils ont fait des copeaux, en fait, des morceaux de bois, des petits sachets de souvenirs du violoncelle du cœur, voilà, parce qu'il s'appelle comme ça. Et donc c'était, comme je l'ai dit, c'était vraiment quelque chose une aventure humaine extraordinaire. Moi j'avais un peu le syndrome je sais plus comment ça s'appelle, de l'imposteur, voilà, le syndrome de l'imposteur. Je me disais, on m'a donné tellement d'un coup, c'était tellement exceptionnel, la violoncelle est d'une qualité sans nom. C'est une très très belle copie, d'ailleurs ça se voit visuellement, il se ressemble beaucoup. Il est magnifique. Il est très très beau. Ah ouais, c'est super, waouh, mais ça a été... C'est du beau boulot. Waouh. Voilà, non, il est très très beau. Et donc, ça a été un travail surréaliste.
J'ai trouvé ça tellement dingue. D'un coup, en plus, j'ai eu ce qu'on fait là, je l'ai eu sur le moment même. J'ai eu France 3 qui est venu, la radio et plein de choses, plein de médias qui me sont sautés dessus pour avoir justement mon commentaire et prendre partie de ce projet. Donc moi, à l'époque, j'étais totalement suffoqué, quoi. C'était très compliqué pour moi. Et donc, depuis, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à essayer de prendre en aisance dans ce milieu-là, en fait, de l'interview. Parce que j'ai compris que j'avais quelque chose à faire. Il fallait que je fasse quelque chose de cet instrument. Enfin, je l'ai toujours désiré au plus profond de moi. Depuis que je suis petit, je parle de faire une école ou en tout cas, je veux rassembler. Ça, c'est sûr. Je veux supprimer la différence que j'ai toujours vécue. Le fait d'être tout seul dans un milieu qui est très compétitif, où tout le monde finalement quand même cherche un peu à se différencier, mais aussi à se ressembler quand même. On travaille tous un peu de la même façon finalement. Et quand même, j'avais toujours ce sentiment d'être un peu tout seul dans ma bulle. Et voilà, j'espère qu'en tout cas ce violoncelle me permet, et j'en suis sûr, il me le permet, de pouvoir m'exprimer davantage sur les questions justement de l'handicap dans le milieu culturel et comment ça se fait qu'encore aujourd'hui, bientôt 2025, bientôt 2025, on n'a toujours pas en fait, plein de musiciens professionnels en situation de handicap. Voilà. Donc ça, j'espère encore progresser. J'ai encore beaucoup de boulot et je vais bosser toute ma vie de toute manière. Dans le but aussi de pouvoir être considéré vraiment comme un violoncelliste pro et de pouvoir continuer à, on va dire, prêcher la bonne parole, j'ai envie de dire, mais c'est vraiment de pouvoir faire passer un message que c'est possible, que même avec une différence physique, on peut arriver à un résultat. Bien sûr, il faut voir en fonction de ce qui est faisable. On est tous différents. Par exemple, moi, je ne pourrais jamais jouer de saxophone, en tout cas pour l'instant, parce que il faut tous ses doigts, entre guillemets. Mais par exemple, voilà, le violoncelle, moi, on m'a dit que je ne pouvais pas en faire. Finalement, j'en fais. Et donc, voilà, qui sait, peut-être que dans 15 ans, je pourrais faire du sax. En tout cas, c'est ultra inspirant tout ce que tu nous racontes et merci pour ta générosité. C'est super inspirant et je pense que tu vas inspirer beaucoup de gens et tu vas encourager beaucoup de gens qui pensent que c'est pas possible pour eux. Même pas forcément avec vraiment un réel handicap, mais simplement morphologiquement quelque chose qui gêne, qui peut bloquer les gens. J'en vois beaucoup, moi, des gens qui se sentent bloqués au violoncelle parce que morphologiquement, ils n'ont pas les mêmes sensations et pourtant, ils ont 5 doigts des 2 mains et donc c'est... On a tous nos difficultés, c'est pour ça que je disais, dans tous les cas, voilà, je ne déroge pas à la règle, je suis comme d'autres étudiants, je travaille, j'ai des complications et souvent, en fait, il y a des choses qui viennent de nous. Et donc c'est bien que tu parles de posture parce que moi ça a été tout de suite un sujet dans ma pratique et je trouve que c'est très important d'en parler. C'est que ouais, on est tous différents physiquement, ça c'est sûr. Il y en a qui ont des capacités et des avantages par rapport à d'autres. Forcément, les grandes mains, des grandes mains, parfois ça peut être justement d'être pas trop grand physiquement. Enfin, il y a des tailles plus ou moins mieux adaptées et encore finalement. Les techniques peuvent se modeler aussi pour mieux se calquer aux élèves et à leurs difficultés. Et c'est clair, moi en tout cas, oui, forcément, comme j'ai dit, la paume elle est un peu plus petite, donc forcément j'ai toujours eu une sorte de déséquilibre. Et donc j'ai toujours fait attention aussi à ne pas avoir mon épaule qui va trop en avant. C'est un classique du violoncelliste, hein. On a tous eu d'être trop tourné, trop tordu, l'épaule qui avance trop. Et donc c'est pour ça, Marie-Paul m'a mis directement dans la direction du corps et de son utilisation. Et donc je pense que même moi, justement, je pensais que je n'étais pas capable de faire certaines choses. Et finalement, en reprenant le plan plus global sur le corps et comment on l'utilise, comment on applique notre posture à la technique, et ça permet aussi de remettre les choses en question et des fois de trouver des solutions quand on pense que c'est juste nous qui ne sommes pas aux normes. Mais c'est, encore une fois, ça n'a pas lieu d'être aujourd'hui. On est capable de faire tellement de choses et surtout, je pense que c'est la curiosité. Il faut toujours rester curieux, c'est important. Moi, je le suis, j'essaye, je m'efforce de l'être, je ne le suis pas. Je pense qu'on n'est jamais assez curieux.
Mais il faut manger de curiosité. Faut vraiment faut boire curiosité. Faut vraiment tout le temps réfléchir et essayer de toujours être attentif sur ce qui nous entoure. Et ça peut faire beaucoup progresser, mais c'est aussi savoir se regarder, quoi. C'est aussi se mettre devant une glace et se dire, ah bah ouais, bon là je suis peut-être tordu, mais est-ce que c'est parce que je suis tordu ou est-ce parce que j'ai pris l'habitude? Est-ce que je pourrais pas travailler là-dessus? Et voilà, et donc c'est bien de faire attention à soi, quoi, à son corps et tout ça. Moi, forcément, avec ma malformation, j'ai dû faire plus tôt que les autres attention, mais j'en vois plein d'étudiants de CNSM qui ont, bah, comme tu l'as dit, tous leurs doigts ou quoi, et bah, qui sont aussi dans cette recherche-là et dans le but voilà, de travailler mieux et d'être encore meilleur, tout simplement. Tu as terminé le conservatoire? Non, Ta pas dernière encore. année? Non, là, je viens de rentrer en master. Ah, ok. Et donc j'ai encore mon cursus de master. Et sinon, je suis aussi en licence de musique de chambre, en formation de sonate. Et je vais sûrement, j'espère qu'on va réussir aussi à rentrer en licence en quatuor. J'ai un quatuor constitué aussi. Bon, tout jeune, hein, on commence à travailler. Mais donc, ouais, j'ai encore quelques années, je pense, au CNSM. Et mon objectif est d'y profiter à fond. D'autant plus que là, ouais, voilà, je vais avoir un nouveau changement dans ma prothèse. Comme on l'a dit, j'espère que ça va me permettre de débloquer beaucoup de capacités et voilà, pour pouvoir encore plus me rapprocher du niveau, pour moi, vraiment professionnel en tout cas. Pouvoir faire des concours, pouvoir vraiment me comparer au milieu, me comparer aux autres et de pouvoir, en tout cas, de chercher ma place. Parce que pour l'instant, j'ai l'avantage qu'on me connaisse de par ma différence et tous ces beaux projets et ces personnes superbes qui m'entourent. Donc j'ai encore beaucoup de choses, moi, à prouver et en tout cas à montrer au milieu musical et voilà, et de rencontrer beaucoup de gens encore. Est-ce que tu dois enseigner plus tard aussi? Totalement, ouais, totalement. Déjà parce que Marie-Paul m'a transmis sa passion, parce que j'aime énormément ce rapport-là en fait de professeur et d'élève où il y a ce questionnement. Justement, c'est pour moi qui suis un peu de nature curieuse. Enfin, pas curieux, je suis pas très curieux sur tout, mais quand je m'y mets, quoi. Et donc, je trouve que ça m'a toujours extrêmement intéressé d'essayer de comprendre l'autre. Je trouve que c'est fascinant. On sera jamais dans la tête de la personne qui est en face de nous, mais on va toujours je vais toujours m'efforcer d'essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe là-dedans. Et je trouve ça génial dans l'enseignement parce que c'est une transmission. C'est finalement, on parle de le transfert de connaissances, quelque chose qui, matériellement parlant, c'est exponentiel. En fait, c'est du partage, ça se multiplie. Quand on transmet une information, elle se multiplie. On ne la perd pas, on ne la vend pas. C'est pas comme un objet, par exemple. Mon violoncelle, il n'y en a qu'un. Si je le vends, eh ben, je ne l'ai plus. Mais si je te dis que je m'appelle Sonny, j'ai 24 ans, la formation, je te la donne. Et donc, tu en fais ce que tu veux après. Et ça, je trouve ça génial. Dans l'enseignement, on peut transmettre et ça va se transformer. La personne en face de nous, l'élève, va pouvoir aussi créer quelque chose de nouveau. Je trouve que c'est fascinant. Moi, j'ai toujours grandi comme ça, forcément, avec Marie-Paul. Et c'est même Marie-Paul d'elle-même qui me l'a dit, Raphaël également. C'est que aussi, je leur apprends des choses à eux. Donc, je me dis, si je peux avoir, si j'ai déjà cette audace de faire apprendre à mes professeurs, pourquoi moi je ne pourrais pas aussi transmettre d'autres choses et qu'on m'apprenne encore, que mes élèves plus tard m'apprennent de nouvelles choses. Et donc c'est ça que j'aimerais bien exploiter à fond. Et donc ouais, forcément il y avait dans ces questions justement, donc je suis en formation de diplôme d'État au CNSM aussi. Et donc cette idée de formation de professeur m'a également ramené sur une réalité, c'est que je ne sais pas tenir un archet. Bah voilà. Oui. Et voilà. Et ça c'est quand même dingue. Je viens de percuter. Bah et oui, voilà. Du coup. C'est dingue, ouais. Bah oui. Et donc je ne sais pas tenir un archet. Et donc c'est pour ça que là, pour l'apprendre. Je voulais le faire cet été. Malheureusement, j'ai pas pu. Mais je vais également essayer là je vais pas essayer. Je vais apprendre à tenir un archet de façon convenable à la main droite pour pouvoir aussi le montrer et l'apprendre. Et je pense aussi que ça va me permettre de débloquer des capacités
techniques pour la main gauche finalement, Oui. sur comment, et c'est comme ça aussi que j'ai compris. Parce que tu vas avoir les Parce vraies que sensations. déjà, en fait, c'est dans ce processus-là où je me suis dit, mais attends, quand ils tiennent l'archet, leur main, elle est un peu inclinée. Elle est un peu comme ça. Et c'est ça, c'est à partir de ce moment-là de réflexion, tu vois, encore, tu vois, la curiosité, le fait de trucs, ça m'a fait comprendre. Et j'ai fait tilt. J'ai fait, il y a un truc à faire, en fait. Ça va pas et c'est pas pour rien, c'est normal. Et donc, voilà, c'est important. C'est génial que ça se fasse, tu vois. Et donc, je suis content. C'est pour ça que j'invite tout le monde à rester toujours très curieux et surtout pas trop sérieux avec soi-même et sur ce qu'on pense savoir. On ne sait pas grand-chose. On va passer toute notre vie à essayer de montrer qu'on sait alors qu'en vrai, on ne sait pas forcément. Et donc, c'est bien justement, comme le métier de professeur, pour moi, c'est un échange quand même. Il y a aussi quelque chose comme ça où on doit diriger forcément. Pour moi, surtout, c'est ce que j'ai toujours cherché, c'est d'avoir un enseignement aussi ordinaire du violoncelle. Je ne voulais pas avoir un parcours à part à cause de ma différence dans la musique. Dans tout ce que j'ai fait, dans le piano, dans la trompette également, j'ai toujours cherché à être dans l'ordinaire. Voilà, je ne peux pas sortir de la case. Et je ne suis pas déjà totalement dans la case, mais je voulais encore moins qu'on m'en mette dans une autre. Je voulais avant tout être musicien. Et donc, ouais, il faut garder sa curiosité parce que ça fait progresser, quoi. C'est bien, c'est important. Alors l'autre chose que je voulais te demander, Sony, c'est, tu as parlé des professeurs qui t'ont accompagné, qui t'ont vraiment soutenu, donc Marie-Paul Milone, Raphaël Pidou. Est-ce que tu as eu des gens qui t'ont pas soutenu à cause de tout ton parcours, des conservateurs qui t'ont refusé ou essayé de te décourager? Je pense que j'en ai eu et j'en aurai peut-être encore, mais de moins en moins. Hein. Dès que j'ai commencé la pratique, j'en ai eu. Voilà, j'ai eu des personnes qui pour moi en fait ont eu peur et j'ai eu d'ailleurs confirmation parce que j'ai eu la chance de pouvoir leur parler en fait récemment. Et je pense justement au conservatoire de Montreuil qui avant de me prendre en classe de piano, ce qui était d'ailleurs assez marrant, m'a pas pris en classe de violoncelle parce que trop de questionnements et surtout beaucoup de peur. La personne qui est toujours professeure là-bas m'a raconté en fait que tout simplement elle venait d'arriver au conservatoire. Donc il faut imaginer la carrière d'un professeur. Quand on arrive, on reprend une classe, on prend des élèves, on pose son nom sur un conservatoire, c'est quand même pas rien, on sait beaucoup de responsabilités. Et d'autant plus, bien avant 2010, quoi, c'était un autre monde encore, et encore moins développé, bien moins développé qu'aujourd'hui, et notamment sur les questions de l'handicap. Et donc, les profs ne sont pas formés à ça. Et donc, je ne lui en veux pas du tout, mais au contraire, je comprends que c'était pour elle un frein, et que ça l'était aussi pour Marie-Paul au début, elle a eu peur. Forcément, elle a eu peur de me prendre, elle s'est questionnée, elle a fait le choix de me prendre sous son aile, mais c'était quelque chose de... C'est hasardeux, en fait, ça fait peur finalement. Ça, je faisais peur. J'espère que c'est plus trop le cas aujourd'hui, mais en tout cas, oui, j'ai fait peur et j'ai fait peur à plusieurs autres moments. J'avais également tenté de rentrer en violoncelle, un passage où Marie-Paul n'était plus mon professeur. Elle changeait de conservatoire et malheureusement, je n'ai pas pu partir avec elle. Et donc pendant une année, j'étais un peu nulle part. Et j'avais essayé de rentrer, j'ai essayé de rentrer en fait en violoncelle au CRR de Paris, parce que j'y étais en trompette déjà. Et donc comme j'avais déjà un pied dans la maison, je me suis dit ça pourrait être que mieux de relier les choses, quoi. Et finalement, j'ai pas eu le concours et le motif de l'handicap est revenu. Et même à l'époque, Raphaël Pidou était à ce moment-là professeur au CRR de Paris et il était dans le jury. Et donc même lui, même s'il c'était pas le président du jury, mais même lui n'était pas du tout sûr de ce que je pouvais faire. Et donc il me l'a également transmis que c'est encore, j'ai appris quelque chose, quoi. Je lui ai appris que finalement je pouvais faire plus que ce qu'il pensait lui aussi à l'époque. Et ce que d'autres aussi, là je dis Raphaël, mais surtout c'était les autres personnes du jury, enfin c'est un jury normal, constitué, c'est rare de Paris. On est quand même dans une certaine forme d'élitisme dans l'apprentissage et donc
j'étais pas devant n'importe qui. Donc même eux, finalement, je pense que je leur ai prouvé que j'ai eu tort, vu que je suis rentré, je crois, 3 ans après. 3 ou 4 ans après. Je suis rentré finalement au CERF de Paris et la place était quand Marie-Paul a repris la classe de Raphaël. Et finalement, il n'y avait pas trop de sujets à discussion. J'avais le niveau, c'est tout. Voilà. Donc c'est là où très important pour moi de signaler. C'est comme d'ailleurs Mohamed Klipisch qui me donnait des leçons de piano au conservatoire de Bagnolet. C'est que quand on n'est pas informé, on peut faire des grosses erreurs. Et ces erreurs-là, ça peut totalement bouleverser des vies. Moi, si je ne faisais pas de musique, je pense qu'il y aurait une partie de moi qui n'existerait pas et ce serait bien dommage. En tout cas, je l'aime bien, ma partie musicien. Et elle est pour moi vitale aujourd'hui. Parce que comme je te l'ai dit, c'est une façon pour moi de m'exprimer et je trouve que quand même aujourd'hui, c'est quand même la liberté, c'est quand même un beau débat. Quand même, je suis pas dans n'importe quel pays, je suis pas nulle part. J'ai quand même beaucoup de chance et pourquoi on m'enlèverait quand même cette chance-là? Même si c'est plus difficile, il y a plus de contraintes, mais bon, si on en est là, si on est ici même aujourd'hui, c'est pas pour rien, c'est que c'est l'évolution. On a toujours voulu s'améliorer et s'adapter et contrer les difficultés, donc pour le handicap, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire. C'est pas des choses qui peuvent se modifier ou se changer, en tout cas, ou s'améliorer en l'espace de 5 ans, 10 ans, peut-être plus, même peut-être bien plus, avant que vraiment on ait un tournant. Mais quand on le voit par exemple dans le sport, aujourd'hui, c'est vachement démocratisé, c'est de plus en plus regardé, c'est surtout de plus en plus, pour moi, accepté. Il y a une tolérance, il y a au contraire un accès. C'est proposé, quoi. Alors que pourquoi dans la musique ça n'existe pas? Il y a quelque chose, il y a des choses à cogiter là-dessus. Enfin, il y a de quoi. Il y a surtout de quoi. Justement, si je peux montrer quelque chose, c'est que il y a beaucoup de réflexions à avoir sur le handicap dans le milieu culturel et comment on peut faire pour le rendre encore plus accessible, pour que d'autres personnes puissent rêver comme moi j'ai rêvé quand j'étais petit et il y en a, c'est sûr qu'il y en a, on a beaucoup même. Parce qu'on ne peut pas apprendre à quelqu'un à faire quelque chose si on ne lui dit pas qu'il est capable de le faire. Sinon il ne le fera jamais. Voilà. C'est ce que je disais, c'est que moi si j'avais pas essayé aussi, si j'avais pas fait des fois certains efforts de m'approprier quelque chose qui n'était pas pour moi, elle serait jamais venue à moi en fait, tout simplement. Et ça c'est pas bien. Ça c'est pas bien. Dans un milieu, dans un pays comme ça, où l'éducation est quand même, surtout dans les conservatoires, on a la chance d'avoir un superbe réseau de conservatoires qui rend déjà la musique extrêmement accessible. Et donc ça c'est quand même fabuleux. Mais bon, elle n'est pas encore accessible pour tous. Écoute Sony, en tout cas, merci beaucoup pour avoir partagé tout ça avec nous aujourd'hui. C'est ultra inspirant. J'ai pas d'autres mots, franchement, merci de m'avoir consacré ce temps. Et je pense que ça aura beaucoup d'impact sur les gens qui vont te regarder ici sur cette chaîne aussi. Donc vraiment. En tous les cas, moi c'était un plaisir de faire ta connaissance et de pouvoir discuter de tout cela. Et si ça peut avoir un impact et toucher d'autres personnes qui justement se posent comme moi je me suis posé et comme tout le monde se pose des questions et sur qui, quoi, comment je vais faire ou pas. Et donc voilà, si je peux faire progresser les choses, c'est tout bénef. Bonne continuation à toi, merci pour tout et puis plein de bonnes choses pour les projets qui t'attendent. Et puis quant à vous, si vous avez des questions ou des commentaires, comme d'habitude, laissez-les sous cette vidéo et Sony ou moi serons ravis de vous répondre. À bientôt Sony. À bientôt. Ciao à tous.